même dans les processus révolutionnaires, il y a plein de gens qui la font pas, il y a plein de gens qui sont pas d'accord, il y a des gens qui vont en marcher, il y a des gens qui sont pas au courant, même dans des pays où il y a beaucoup d'ébullition et tout, on le voit dans les reportages, moi ça m'a toujours beaucoup frappé. Et donc c'est vrai qu'on oublie toujours que la politique, c'est toujours très souvent une minorité qui agit et pas une majorité, et qu'il y a un biais fondamentale dans la théorie politique, qui est probablement liée au fait qu'elle a été écrite par des hommes blancs hétéros depuis 100 ans, qui est ce que j'appelle le biais actif. C'est-à-dire de toujours être la politique du côté de l'activité. Alors, le politique, c'est celui qui contracte, c'est chez Agamben, celui qui destitue, c'est celui qui dit nous le peuple, c'est le sujet qui désobéit, c'est le sujet qui fuit, etc. Bon, on a mis en avant la question du sujet comme actif, mais en fait, si on regarde nos vies et qui vit les vies politiques, en vérité, nos vies, elles sont passives. Elles sont même totalement spectatrices de nos vies. Je prends l'exemple de Huey Newton sur les Noirs américains, qui dit en fait la figure du noir, c'est la figure du spectateur de sa vie. Et en fait, une théorie politique réaliste, c'est une théorie beaucoup plus du fait d'être spectateur des processus politiques. Et on ne peut pas fonder une réflexion politique sur la mythologie de la lutte comme lieu où tout le monde serait là. En fait, ce sera toujours un lieu où on va essayer de s'approprier l'État pour imposer sa volonté à d'autres, parfois pour leur bien, parfois pour leur mal, mais qu'il faut assumer ce côté un peu usurpation qu'il y a toujours dans la politique, et que c'est toujours un peu ça la politique. Mais d'un point de vue, même si je peux répondre un peu longuement, d'un point de vue stratégique, ça a été très important pour moi, ce moment dans mon livre, sur la question du spectateur, sur la question du pratico-inerte, sur la question de qui n'est pas là. Parce que je me suis rendu compte que la gauche était obsédée par la figure de la lutte. En gros, faire de la gauche, c'est lutter, c'est faire des camarades en lutte, c'est organiser des manifestations, organiser des émeutes, et qu'on est un peu obsédé par cette imagerie de la politique comme lutte. Et je me suis rendu compte que, enfin c'est pas à nouveau, mais que la droite, ou l'extrême droite, arrive à être puissante électoralement sans lutter. En gros, Macron, il ne fait pas de manifestation, il ne fait pas de sit-in, il ne fait pas de nuit debout, Marine Le Pen ne le fait pas non plus, et ils arrivent à faire 30%, 20%, et on ne sait même pas comment les gens arrivent à voter pour eux alors qu'ils ne sont pas mobilisés, ils ne sont pas... vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de travail, de politisation, et pourtant les gens sont spontanément à droite ou à l'extrême droite. Et nous, à gauche, il faut qu'on soit dans la lutte, dans une forme d'imagerie comme ça de l'action, pour que les gens passent à gauche. Et il y a cette théorie de Sartre que la gauche, c'est le passage du pratico-inerte, c'est-à-dire quand vous êtes dans votre quotidien, quoi, et puis vous arrachez les gens à ça par la lutte pour les faire devenir à gauche, ce qu'on appelle le groupe en fusion. Et moi, je me demande de plus en plus sur est-ce que, en s'intéressant à la figure du spectateur, de l'être passif, la gauche ne devrait pas avoir comme programme de conquérir le pratico-inerte. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce serait de faire un spectateur de gauche? De faire que les gens soient spontanément de gauche dans leur quotidien, dans leurs habitus spontanés, qu'ils soient, quand ils voient une grève à la télé, ils se disent pas c'est qui s'est fait néant, mais super, il faut que ça continue. Qu'il y ait une forme de conquête du quotidien, du point de vue de la gauche. Et est-ce que la mythologie de la gauche de la lutte n'est pas une manière de, nous empêcher d'avoir d'autres stratégies politiques de conquête du quotidien comme lieu d'investissement des passions de gauche. Et là, vous avez dit qu'ils devaient regarder à la télé des gens en lutte. Donc il y a quand même des gens qui doivent être actifs. Oui, bien sûr. Non, mais je suis pour les grèves et tout. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Je dis que c'est bizarre à gauche, où on a toujours l'impression que la gauche, ça doit être la lutte. Or, on se rend pas compte que quand on fait ça, la droite et l'extrême droite n'ont pas besoin de lutter pour être fort. Donc pourquoi est-ce que nous, on a besoin de lutter pour être fort? Ça veut dire qu'ils ont quelque chose en eux, qu'ils arrivent à faire que les gens sont spontanément à droite ou à l'extrême droite dans leur vie quotidienne, dans les rapports au travail, dans les rapports à l'amour, je sais pas. Et qu'est-ce que ça voudrait dire que la gauche arrive à conquérir aussi les gens qui ne luttent pas? Juste encore un mot quand même sur cette question du qui n'est pas là. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est tout au long de votre réflexion, vous utilisez une réflexion de Pierre Bourdieu d'ailleurs, qui rappelle que quand un sujet est pris dans une relation de pouvoir, c'est toujours avec la complicité objective de celui qui n'intervient pas ou de celui qui n'est pas là justement. Oui, il y a une très belle idée de Bourdieu qui est qu'au fond, quand on subit un pouvoir dans sa vie, en fin de compte, c'est toujours un peu avec sa complicité, puisque si jamais on veut, on peut partir. Et que par exemple, il prend l'exemple du champ littéraire, il dit un écrivain qui est malheureux des prix, de ne pas avoir d'articles, de ne pas être publié chez qui il veut, etc. Mais il suffit qu'il s'en aille cultiver ses tomates, qu'il aille dans une petite maison à la campagne, et puis il s'en foutra complètement de ce qui se passe dans le monde des livres. Et donc, il sortira du champ, il subira plus le pouvoir. Et donc, au fond, il y a toujours une forme de complicité objective des dominés à leur domination. Alors il y a un autre concept que vous auscultez de façon quand même assez approfondie, c'est le concept de démocratie. C'est un concept qui est aussi abstrait que vous dites que le concept de peuple. Pourtant ça paraît assez simple, étymologiquement au moins, c'est le pouvoir du peuple, sauf que c'est pas vraiment la réalité. Du coup la démocratie c'est quoi? C'est poubelle, on n'en parle plus? Moi c'est un mot que je n'utilise plus. Je pense que c'est un mot vide. Vraiment, je pense que de plus en plus c'est un mot vide. Que c'est un mot très sympathique. Alors je le dis parce que c'est une autocritique, parce que moi c'est un mot que j'ai beaucoup utilisé dans mes précédents livres. Quand j'ai fait l'art de la révolte sur les lanceurs d'alerte, j'ai dit qu'il démocratisait l'espace de la démocratie. Quand j'ai fait le livre sur la justice, j'ai dit qu'il fallait faire une justice plus démocratique. En fait, le mot démocratique est un mot simple parce que c'est un mot très sympathique, que tout le monde comprend, tout le monde est vaguement pour la démocratie en général. Et donc quand vous ne savez pas trop comment finir un raisonnement,
Et quand vous voulez vous faire un peu bien voir, vous dites plus de démocratie ou c'est pas démocratique, et puis en gros les gens sont d'accord. Bon. C'est un mot en fait sur lequel les gens mettent des choses très très différentes. C'est très vague, ça peut être l'égalité des droits, ou l'égalité tout court d'ailleurs. Ça peut être la justice sociale, ça peut être le vote, ça peut être le pluralisme politique, ça peut être l'absence d'autorité, etc. Donc en fait c'est un mot qui est polysémique dans son utilisation sociale, et qui, par cette polysémie, fait qu'il obscurcit plus le champ de la discussion, qui permet de savoir pourquoi on lutte concrètement, contre quoi on est. Par exemple, moi j'avais été invité récemment là, à un colloque d'ailleurs qui était très intéressant sur la question des luttes démocratiques et des obstacles qu'elles rencontrent à la Maison des sciences de l'homme avec Assa Traoré. On a fait une conférence plénière et c'était sur le combat d'Ama comme lutte démocratique, etc. Et moi j'ai dit mais non, c'est pas une lutte démocratique le combat d'Ama, c'est une lutte pour que les jeunes garçons noirs et arabes des quartiers ne meurent pas, ou soient pas brutalisés par la police, ou soient pas mis en prison ou incarcérés. Donc c'est une lutte pour la justice sociale ou contre la mise à mort. Le mot démocratie n'est pas assez précis pour définir ce pourquoi on lutte. Et de fait, quand on réfléchit sur le mot d'un point de vue de théorie politique, le mot démocratie, il renvoie toujours à l'idée d'autogouvernement, c'est-à-dire de self-government, c'est-à-dire l'idée d'un peuple qui se gouverne lui-même, c'est-à-dire que les lois sont faites par la souveraineté populaire et un peuple qui s'auto-détermine. Et donc c'est en ça que la démocratie est toujours opposée soit à l'aristocratie, comme petit groupe qui impose sa volonté à tout le monde, soit à la colonie, comme société extérieure qui vient imposer sa volonté à une autre société. Or, si on regarde l'objectivité des phénomènes politiques, comment ça fonctionne, et ça c'est même pas un texte de moi, c'est un texte d'Émile Durkheim de 1900 qui est vraiment assez puissant, enfin je sais pas quand je mets au début du livre parce qu'il me semble totalement fou, Durkheim dit en fait si on regarde objectivement comment fonctionne une opération électorale et qu'est-ce que ça veut dire sur le gouvernement, eh bien quand vous avez une opération de vote, vous n'avez jamais le peuple tout entier qui vote, vous avez une petite partie de la population qui est inscrite sur qui a le droit de voter, qui est inscrite sur l'électoral, qui va voter, qui prend le pouvoir, etc. Et donc à la fin, c'est une minorité de la minorité qui conquiert l'appareil d'État et qui impose sa volonté aux autres. Et de ce point de vue-là, en termes de structure formelle, la démocratie, dit-il, est indistincte de l'aristocratie. C'est toujours une petite partie de la population qui arrive à conquérir l'appareil d'État pour imposer sa volonté aux autres. La seule différence étant que cette petite partie, elle peut bouger, elle n'est pas héréditairement fondée, et donc, mais ça ne change pas la structure du pouvoir. C'est très important de dire ça parce que ça veut dire qu'il ne faut pas opposer à la captation oligarchique ou minoritaire de l'appareil d'État contemporain un mythe populiste il faut que le peuple tout entier prenne le pouvoir, il faut le RIC, il faut que tout le monde plus d'autodétermination. C'est un pur fantasme politique. C'est-à-dire que de toute façon, une opération électorale, quelle qu'elle soit, une opération politique quelle qu'elle soit, une procédure quelle qu'elle soit, aboutira au fait qu'une minorité s'appropriera les instruments de l'appareil d'État et imposera sa volonté aux autres. À partir de ce moment où vous cassez l'idée de peuple comme unité, vous comprenez qu'un peuple n'est pas un espace qui se gouverne, mais c'est un espace à l'intérieur duquel vous avez des fractions, vous avez des classes, vous avez des intérêts différents, vous avez des individus qui sont en désaccord avec les uns les autres. Vous comprenez que le concept de souveraineté populaire, de peuple, ne résiste pas au regard sociologique. Et donc de ce point de vue-là, l'idée d'autodétermination d'un peuple par lui-même ne résiste pas à l'analyse sociologique, ce qui veut dire que le mot de démocratie en tant que tel est sans pertinence politique. C'est un mot dont il faut se débarrasser parce que nous ne vivons pas en démocratie. Si on appelle ça la démocratie, nous ne vivrons jamais en démocratie. Et donc, en fait, les problèmes se posent de manière, comme je dis, substantielle. C'est-à-dire, par exemple, quand on dit par rapport à l'Europe, on dit oui, aujourd'hui, c'est l'Europe qui nous impose notre volonté, c'est la technocratie européenne, il faut retrouver notre souveraineté populaire. Et moi, je dis toujours, mais de toute façon, si jamais, même si c'est la France, les Français qui votent, moi j'ai pas envie d'être plus gouverné par Christine Boutin que par Angela Merkel. Je veux dire, la question n'est pas une question de nationalité, la question c'est quel type de politique économique ou de politique sociale m'est imposée, mais peu importe que ce soit un Allemand, un Chinois, un Russe ou un Français. Et en fait, le fait de poser les questions en termes purement procédural nous empêche de poser des questions en termes substantiels, et donc de ce point de vue-là, la notion de démocratie est une notion qui nous empêche de lutter et de faire des diagnostics du présent. Du coup, comment comprendre votre engagement, là je vais sur un terrain vraiment très politique, ou en tout cas dans ce semblant de démocratie, vous dites d'ailleurs que le vote est un des instruments, c'est un instrument, et vous utilisez finalement le vote dans le cadre d'une échéance, je pense à l'échéance européenne, vous avez appelé je crois à voter pour la liste de la France Insoumise, bien sûr, qui a été la tête de liste. Oui. Quel sens vous donnez à ce message politique, vous en tant qu'intellectuel justement, qui appelait à soutenir une liste dans le cadre d'une élection, semble-t-il, démocratique ? Alors, il ne faut pas employer le mot démocratique, hein, c'est une élection, voilà, un peu pluraliste et tout. Le fait que d'abord, il faut définir le vote pour ce que c'est. C'est-à-dire le vote, c'est un instrument par lequel on organise comment un groupe
va s'accaparer l'appareil d'État pour imposer sa volonté aux autres. Ça n'est rien d'autre, c'est un moment d'une grande violence, c'est pas du tout un moment de liberté, c'est pas du tout un moment à célébrer, c'est un moment très violent. Aller voter, ça veut dire se dire je vais me doter de la police pour t'imposer ma volonté. Et c'est dégueulasse de voter. En vérité, c'est moche, l'idée de voter. C'est pour ça que je dis qu'en fond, moi, j'aimerais beaucoup l'anarchisme. C'est-à-dire, si on pouvait briser la capacité à imposer aux autres quelque chose qu'ils ne veulent pas, je pense que ce serait le plus beau. Malheureusement, dans une société antagoniste, ça paraît difficile, mais ça reste quand même le fantasme. Il y a un très beau texte de Merleau-Ponty que je cite qui dit « Si jamais on croyait à l'idée démocratique que les gens défendent, on ne perdrait jamais une élection. » Parce que si l'élection, c'est le lieu où la souveraineté populaire et la volonté générale se mettent en place, je ne sais même pas comment les gens peuvent dire des choses comme ça, se décident, on serait tous gagnants, parce que ce serait notre volonté comme citoyens qui arriverait au pouvoir, et Macron, ce serait notre volonté à nous. Alors, les soirs d'élection, qu'est-ce qu'il fait Mélenchon? Il est triste, c'est une cinglante défaite, il faut tirer tout le monde dit ça. Donc si vous croyez à l'idée démocratique mythologique, vous devriez dire « je suis toujours content, quel que soit le résultat, puisque c'est le peuple tout entier qui s'est doté de sa propre loi ». Si vous considérez que vous avez perdu une élection, si vous savez que l'élection est le lieu où vous vouliez affronter la volonté des autres pour vous battre contre les autres, vous votez comme dit Merleau-Ponty en violent, c'est-à-dire que vous voulez imposer votre volonté à d'autres et vous voulez et déjà, comme dit Merleau-Ponty, vous pensez à la revanche quand vous avez perdu. Donc on sait que le vote, c'est seulement un instrument de la guerre sociale. Et c'est pour ça que moi je dis toujours, quand on dit par exemple il peut y avoir un putsch des gilets jaunes, par exemple, ils vont prendre l'Élysée et tout, c'est pas des... mais moi je dis mais il n'y a aucune manière plus légitime, enfin le vote c'est une manière, mais il y a d'autres manières d'imposer sa volonté aux autres, il n'y a aucune raison que le vote soit plus légitime que d'autres modes d'accaparement de l'appareil d'État, et donc en tant que tel, le vote ou la prise de pouvoir un peu violente, c'est des manières d'imposer sa volonté, et ce qui compte c'est seulement est-ce que le monde va être plus juste, c'est pas les manières par lesquelles on vieillit la vie des autres. Du coup, je suis juste là-dessus parce que dénoncer la gouvernance antidémocratique d'Emmanuel Macron, ça n'a pas de sens. Oui. De toute façon, même moi, quand les Gilets jaunes ils disent le référendum d'initiative citoyenne et tout, il faut qu'ils comprennent que même eux, s'ils mettent en place des procédures comme ça, à la fin, ce sera une minorité qui imposera sa volonté à d'autres. Ils ne seront pas d'accord, ils débattront sur les migrants, sur le mariage gay, sur des choses, ils ne seront pas d'accord. Et à la fin, il y aura toujours une minorité qui imposera. La question de Macron, c'est pas qu'il est antidémocratique, c'est qu'il démantèle toutes les protections sociales, tout ce qui favorise un monde un petit peu moins inégalitaire, qui vit avec une brutalité politique et économique extrêmement puissante, mais donc c'est substantiel. La différence, c'est pas que c'est antidémocratique, parce que si on dit que c'est antidémocratique, par exemple, je le dis, une des choses qui protège aujourd'hui, par exemple, les Américains contre Trump, c'est le droit. C'est la Cour suprême américaine. Ou parfois, ce qui proposait les Italiens contre Salvini, c'était la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire des gens non élus, qu'on appelle le gouvernement des juges, qui disent ah non, tu peux pas déporter comme ça, tu peux pas mettre en prison comme ça, tu peux pas, je sais pas moi, empêcher ça parce que il y a la protection des minorités, parce qu'il y a des choses comme ça. Et donc c'est des individus qu'on pourrait appeler antidémocratiques. Ils sont pas élus, ils sont 4, et ils décident à un gouvernement élu de dire tu peux pas faire ça, c'est interdit, etc. Et ça peut être protecteur par rapport à des volontés même de gens élus, même de gens majoritaires. Par exemple, moi je prends toujours l'exemple de la Californie quand même, où il y a quelques années, il y avait la proposition 8 où il y avait un référendum contre le mariage gay. Le mariage gay avait été légalisé par le Parlement. Il y avait donc une initiative citoyenne financée par la droite républicaine pour revenir sur cette loi. La Californie, on la suit toujours à San Francisco et Los Angeles, mais il y a toute la campagne qui est hyper réactionnaire. Bref, il y a eu une mobilisation énorme, mais ils ont gagné le référendum. 53-54% a demandé de l'abolition du mariage gay. Et la Cour suprême de Californie s'est saisie de l'affaire et a cassé le référendum. Et a dit, vous ne pouvez pas, même si vous êtes 58%, peu importe, supprimer un droit à une minorité. C'est 4 personnes qui ont imposé leur volonté à 53% des gens. De fait, c'est dans notre idée de la démocratie, le RIC aurait supprimé un droit au mariage gay, alors que la rationalité juridique, qu'on peut dire autoritaire, l'a préservé. Et ben, moi, je dis que du point de vue d'une théorie de la justice, je me mets du côté de la Cour suprême et pas du côté des individus. Donc la question n'est pas qu'il y a de l'imposition. La politique sera toujours de l'imposition, ce sera jamais de la démocratie, ce sera toujours de l'antagonisme. Donc il faut évaluer les procédures substantiellement en termes de justice, de liberté, d'égalité. Et c'est pour ça que moi j'appelle toujours, moi je vote tout le temps, à toutes les élections, à tout. Moi je suis un grand voteur et je critique. Je comprends très bien que les gens s'abstiennent parce qu'ils ont été maltraités, parce qu'ils se sentent complètement en dehors du jeu politique, parce qu'ils ne peuvent plus supporter le personnel politique, je comprends très bien. Mais pour ceux qui le font comme un acte de refus, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec une élection, ou parce qu'ils ne sont pas d'accord avec un candidat, moi je dis toujours, le vote, on n'est pas ontologiquement investi dans son vote. Moi je vote, ça me prend 2 minutes, je repars, c'est une stratégie, je m'en fous. À partir du moment où je ne suis pas candidat, je suis nécessairement en désaccord avec les personnes avec qui je vote, sinon c'est moi qui me présente, donc je le sais. Donc la seule raison pour moi de voter, c'est de faire en sorte que le monde soit un petit peu moins mauvais, et de faire en sorte que l'appareil d'État soit au moins de gens un petit peu moins autoritaires. La vocation que moi je dis toujours quand on parle de la France insoumise, c'est que quand il y a eu la campagne de Mélenchon en 2017, toutes les associations de défense des droits ont dit que c'était l'un ou peut-être le programme le plus protecteur
sur les droits des minorités, sur les droits des journalistes, sur les droits des prisonniers. Il voulait désarmer la police. Il voulait dissoudre la BAC et la BST. Je veux dire, il n'y aurait pas eu des borniers avec les Gilets jaunes sous Mélenchon parce qu'il y avait l'interdiction des armes comme le LBD, etc. dans le programme de Mélenchon. Donc on le décrit comme autoritaire alors que c'était le programme le plus protecteur des défenses. Même le barreau de Paris l'avait dit, qui quand même sont plutôt à droite, les avocats, avaient dit que c'était le programme le mieux pour les droits de la défense. Donc si le programme de l'avenir en commun est mis en place, on vivra dans un monde moins autoritaire et moins injuste que sous Macron évidemment et sous Le Pen. Donc évidemment que j'appelle à voter pour Mélenchon à chaque fois et pour la France Insoumise. Alors, c'est ma dernière question justement, ça a à voir avec ce que vous venez de dire. Vous y croyez quand même dans la politique, c'est-à-dire qu'on vous s'est engagé auprès des Gilets jaunes, auprès du collectif Adama Traoré. Quelle doit être la place des intellectuels justement, vous venez de le dire, vous venez d'y répondre, mais on a envie de se poser aussi la question de savoir à quel moment l'intellectuel prend la place aussi dans l'institution, même si vous la critiquez et vous en démontrez les limites, notamment dans l'usage des mots et du langage. Mais à quel moment Geoffroy de Lagrange devient maire, président de la République, député ou que sais-je? Oui, non, mais pareil, hein, c'est ce que je viens de dire. Moi, il y a des différents niveaux. Comme intellectuel, je pense qu'un livre comme ça, on est l'une des manifestations. Moi, le but d'abord, c'est de mettre en question les catégories qui nous freinent quand elles croient nous faire progresser. Et que moi, quand je m'investis dans un mouvement, ou quand je m'intéresse à un mouvement, que ce soit le mouvement carcéral, le mouvement Adama, le mouvement des lanceurs d'alerte, ou là, les mouvements sur la désobéissance, j'essaye de prendre les catégories en disant, peut-être qu'on peut mettre en question la catégorie de violence policière, peut-être mettre en question la catégorie de désobéissance, la catégorie de lanceurs d'alerte, la catégorie de fuite, etc. Et essayer de pousser une forme de radicalité par mon analyse, en donnant des instruments à des gens qui s'en servent ou qui s'en servent différemment pour radicaliser leur propre combat. Et le rôle de l'intellectuel, il est d'abord d'être dans une interaction dynamique avec les mouvement, de surtout pas être un porte-parole, de surtout pas se limiter au fait de reprendre ce que les gens disent, sinon on fait stagner le mouvement social, parce que le mouvement social arrive avec ses mots, et juste vous répétez ce qu'il a envie de dire, donc en fait vous êtes une forme de parasite ectoplasmique, quoi, et vous détruisez comme intellectuel. Je crois que l'intellectuel, il doit prendre ce qui est le mieux dans le mouvement, et essayer d'aller le repousser le plus loin possible pour le radicaliser, la pensée, radicaliser les instruments de lutte, détruire le légitimisme d'État, détruire les catégories toutes faites, etc. Donc ça, pour moi, c'est le point de départ. Ensuite, moi, j'envisage tout à fait de m'engager dans la politique institutionnelle. C'est quelque chose que j'ai réfléchi beaucoup déjà en ce moment pour les municipales et peut-être plus pour les législatives. De toute façon, je pense auprès de la France Insoumise, dans les choses soutenues par la France Insoumise. Moi, je dis toujours que l'un de mes fantasmes, ce serait d'être ministre de l'Intérieur d'un gouvernement Mélenchon, de réformer radicalement la question de la police et du maintien de l'ordre, et que j'aurais beaucoup de choses très concrètes et très fortes à faire et qui sauveraient des vies. Et en tout cas, je pense qu'il y a eu cette tradition intellectuelle. Il ne faut pas oublier, Victor Hugo a été député, Aimé Césaire, Raoul Peck, le réalisateur de Aventure Nigo sur Balloon, a été ministre de la Culture en Haïti. Donc en fait, il y a une tradition d'intellectuels, d'artistes, de cinéastes qui ont fait ce geste-là, de devenir ministre, de devenir député. Et je pense que c'est très noble, que c'est très beau, et moi, c'est tout à fait quelque chose que j'envisage. Merci beaucoup, Geoffroy de Lagrange. Dernier exercice, 4 préjugés. On vous livre 4 préjugés. Vous avez 1 minute par préjugé. Préjugé numéro 1, la loi est l'expression de la volonté générale. C'est l'article 6 de la Constitution. Ce qu'on appelle la loi, c'est le résultat de tout un ensemble de processus électoraux, législatifs, qui, quand on les analyse concrètement, sont toujours des parties de la population qui ont réussi à imposer leur volonté à d'autres. Et donc en fait, ce qu'on appelle la loi, c'est seulement des volontés particulières qui, dans leur champ spécifique, arrivent à s'imposer étant dotés d'un point numérique plus fort et qui s'utilisent de la police, de l'armée et de la prison pour s'imposer à nous. Donc la loi, c'est l'expression de volonté particulière et dominante. La loi, c'est toujours la loi du plus fort. Préjugé numéro 2, un intellectuel, ça sert à rien dans la lutte. Moi, je ne connais pas de lutte qui ait réussi sans intellectuel. Je ne connais pas de lutte qui ne soit pas intellectuelle, parce qu'une lutte a toujours des catégories de pensée. Une lutte, elle est toujours liée à des catégories d'analyse. Les gens, ils viennent pas au monde comme ça, ils viennent au monde avec des catégories, et ils vont dire, moi je suis gilet jaune, je suis pour le RIC, je suis pour le référendum, je suis lanceur d'alerte. Donc ils sont intellectuels en tant que tels. Et l'intellectuel, c'est celui qui va essayer de ôter les automatismes de pensée qui freinent l'action au moment même où elle croit se déployer et être critique, pour essayer de la radicaliser. Et de ce point de vue-là, moi je ne connais aucun mouvement social puissant qui ne se soit pas appuyé sur un dialogue avec les intellectuels. Préjugé numéro 3, la démocratie, c'est le moins pire des systèmes. La démocratie, ça n'existe pas. Préjugé numéro 4, la violence légitime du pouvoir sera toujours plus forte que la violence insurrectionnelle des oppositions. Mais j'y crois assez à ça. Ah, du coup, on a perdu. Non, mais il faut prendre le pouvoir un peu de manière non insurrectionnelle. Je ne vois pas comment les sociétés avec l'appareil répressif majeur qui existe, l'armée, la police, on peut prendre le pouvoir par les armes, surtout quand on est interdit de posséder des armes. Donc du coup, on prend le pouvoir comment ? Les urnes. Je vois pas d'autre solution dans les sociétés contemporaines que d'appeler au vote. Franchement, je vois pas, moi. J'aimerais beaucoup, mais je vois pas. Merci beaucoup, Geoffroy. Merci à vous.